un proverbe français. Ensuite, le deuxième, vous avez pris une petite antilope, ne la lâchez pas, même si vous entendez venir un gros sanglier. C'est un proverbe gabonais. Il dit, vous avez pris une petite antilope, ne la lâchez pas, même si vous entendez venir un gros sanglier. Proverbe gabonais. Et puis, il y a le troisième, c'est un proverbe gabonais, qui dit, si tu caches ton environ, on ne saura pas que tu es courageux. Si tu caches ton environ, on ne saura pas que tu es courageux. Le proverbe français qui date du Moyen-Âge rappelle l'attitude des Français à l'époque très conservateur à travers les barrières de fer des bourgeois et des paysans. En effet, les paysans et les bourgeois avaient une attitude misogyne, ça veut dire qu'ils étaient un peu contre les femmes. Ils ne considéraient pas les femmes comme ils considéraient les hommes. Ça, c'est la misogynie. Donc, ils avaient une attitude misogyne. C'est-à-dire qu'ils disaient que la femme n'était pas l'égale de l'homme et qu'elle aimait la facilité. De ce fait, avant de se marier, un homme qui voulait garder sa femme devait prendre des dispositions. Par exemple, il devait avoir une maison où il y avait des essentiels pour retenir la femme. C'était cette idée qui était passée en proverbe. Pour se marier et retenir sa femme, il faudrait tout apprêter dans la personne. Le proverbe gabonais fait référence à la chasse ou à la pose de pièges, qui sont des pratiques très anciennes chez les Africains. En effet, le chasseur ou le poseur de pièges sait que le sanglier est recherché pour la qualité de sa viande. Donc, il est évident qu'on le préfère à la petite antilope, en concret. Mais le proverbe conseille qu'on ne relâche pas la petite antilope qu'on a prise, parce qu'on préfère le sanglier qui s'approche, car rien ne dit qu'on réussira à attraper celui-ci, lui qui sait se défendre. À travers cette pensée proverbiale, on enseigne le bon sens et le pragmatisme africain. Quant au proverbe baoulé, il demande la grande discrétion des baoulés traditionnels, car la trop grande discrétion des faits, je dis bien qui dénonce. En fait, les baoulés de nature sont des personnes discrètes. Ils n'aiment pas trop se montrer. Mais, à travers ce proverbe, on sent que c'est un reproche qu'on fait aux baoulés à cause justement de. C'est une vertu en réalité, c'est une vertu. Être discret, c'est une vertu. Mais être trop discret, ça dessert celui qui est discret. À ce effet, le proverbe dit qu'à vouloir trop cacher le travail qu'on fait et qui nécessite une débauche énergie, personne ne reconnaîtra l'effort accompli. Il est donc nécessaire de s'afficher quelquefois afin que l'on reconnaisse le mérite qu'on a, même si la discrétion doit en souffrir. Cependant, en dépit de ce que les proverbes sont fondamentalement rattachés à la société traditionnelle ou ancienne, certains participants contiennent des facteurs de la recherche, c'est-à-dire des facteurs de progrès, susceptibles de s'intégrer à la culture des temps modernes. C'est pourquoi, parmi les raisons qui nous amènent à faire de la révélation, trois seront exposées. Il y a le proverbe en tant que puissant moyen pédagogique et didactique, et puis enfin il y a le proverbe en tant que art verbal. Pour moi, c'est un proverbe que le fait de ne pas appartenir à une époque de l'histoire beaucoup de proverbes. C'est cela que je dois parler. Certes, les proverbes qu'on voit, des vers, des choses et des pratiques qui concernent la société ancienne, la société traditionnelle, ancienne. Cependant, aussi curieux que cela puisse paraître, certains proverbes portent des vérités qui, bien qu'elles appartiennent au passé,
demeure à Kiev, qu'on vienne à cause des écoles. Nous ferons référence à des proverbes ivoiriens. Nous pensons d'abord au proverbe de Nouveau, et le proverbe de Nouveau dit, lorsqu'on veut prendre un enfant et qu'il lève les bras, il est facile de le prendre. Lorsqu'on veut prendre un enfant qui lève les bras, il est facile de le prendre. Le proverbe ce proverbe est cité lorsqu'une personne qui sollicite de l'aide montre de bonne disposition, apportant ainsi la preuve que celui qui l'aidera ne regrettera pas ce qu'il aura fait. La bouche de l'homme, c'est cela la cause de son propre malheur. La bouche de l'homme, c'est cela la cause de son propre malheur. Lorsqu'on veut reprocher à une personne de lancer quelque chose, en se montrant bavard devant une fête, on peut citer des proverbes. En effet, ce qui sort de nos bouches, de nos condamnés. Il est donc bon de se taire quand cela est nécessaire, car à certains moments, le silence est peu précieux de la communauté, vous voyez que toutes ces valeurs sont actuelles. Les proverbes ont certainement été créés il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous sommes en 2016, on peut facilement les citer, on peut les citer en ville, on peut les citer au village, on peut les citer dans les Antilles, on peut les citer. Lorsqu'on veut donc ainsi donc, un proverbe véhicule ou véhiculant des vérités intemporelles semble impérissables et leur prévérité la potentialité de celui-là. Celui qui emploie un proverbe le fait dans un objectif précis. Il a l'intention d'enseigner ou d'éduquer. Par lui, on peut conseiller les enfants afin qu'ils se conduisent selon les normes sociales en vigueur. Cependant, les proverbes ne s'adressent pas aux enfants, qui s'adressent aux grandes personnes afin de créer l'harmonie dans la société. C'est le cas du proverbe d'aujourd'hui qui dit on n'exerce pas le pouvoir en ignorant les enfants. Le pouvoir, la majorité de la logique du proverbe est aussi un terme, surtout de sa force argumentative qui fait de lui un argument d'autorité qui s'impose à tous. C'est pour cela que Jean Proverbe écrit, je le cite, un proverbe bien dit pour le débat. Tous les participants acceptent de voir dans cette parole traditionnelle une explication de la situation qu'ils vivent et une éducation de ce qu'ils ont à faire. Vous pouvez comprendre la parole traditionnelle. On est content de l'écouter. On dit alors à son propos qui se passe. Le chef de droit est assis là, tout à l'heure, et continuera ce que j'ai dit, ou plutôt le contraire. Mais la manière de l'écrit est belle et originale. La qualité de parler en proverbe vient des images que les proverbes contiennent et de l'harmonie dans leur dénonciation, en tout temps et en pas de moment privilégié de production. Il se foule de la parole. Il se foule de la parole, ça veut dire que doit écouter. Il se foule de la parole du chant, de la parole du pleure, de la parole du pays. Bref, dans la conversation courante et surtout des longues discussions entre adversaires, des sanctuaires ménagères, toutes des voies où l'argument personnel devient insuffisant. C'est le détail. Je conclue ma partie. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, en développant la partie du thème de la conférence qui nous a été confiée, nous avions à cœur de démontrer que les proverbes sont des maillons importants de la culture d'hier et d'aujourd'hui, surtout à la vie, qui égard à leur aspect utilitaire, dit à leur dimension intemporelle, pédagogique, didactique et active. De notre point de vue, dans la mesure où la société et leur culture sont en corrélation, l'enseignement des proverbes et de la littérature orale africaine devrait être intégré au programme d'enseignement dans les universités scolaires de l'Université de Côte d'Ivoire et d'Afrique, afin que la paléontologie,
déjà accepté et adopté comme champ de recherche par plusieurs étudiants nommés les meilleurs scores. Nous terminerons de l'exposé par ce programme, je cite, lorsqu'on était assis sur une chaise de blanc, on est assis. Nous avons donc oublié la promesse, car à les étudiants, nous perdons une partie importante de notre vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon bel disait, la parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Nous avons dit notre part. Tout à l'heure, vous direz la vôtre à travers les questions que vous aurez à poser. Il faut continuer de bâtonner pour faire sens. Son intervention propos qu'il me soit permis de tout associer quelques mois en droit de nos invités pour consacrer au rituel de l'établissement. Chers invités, à vous, j'adresse les sincères remerciements d'avoir voulu accepter d'assister à cette conférence malgré vos emplois du temps chargés. Par votre présence, vous démontrez votre intérêt pour la culture, pays, pour la chose culturelle. Mon intervention va porter sur la chanson traditionnelle des Valenciennes et elle comportera une articulation climatique. Enfin, nous avons déporté d'établir le rapport entre la chanson traditionnelle et la culture dans le monde contemporain. En deux, identifier la place de la chanson traditionnelle dans le monde contemporain, c'est-à-dire le monde moderne. Montrer en 33 l'apport de la chanson traditionnelle dans l'édification et la consolidation de la culture du monde contemporain. Voici l'articulation de notre intervention. Mais avant, il faudrait définir ce que c'est que la chanson. Mieux, il faudrait donner le contenu de la chanson. La chanson traditionnelle, selon une définition dénotative proposée par le dictionnaire pratique du français, est une petite composition chantée de caractère populaire au rythme simple, d'inspiration légère, sentimentale ou satirique, avec ou sans refrain. Quant à la culture, elle est définie par le dictionnaire encyclopédique Larousse de la langue française comme l'ensemble des aspects intellectuels, artistiques, spirituels et des modes de comportement propres à une civilisation ou à une classe sociale. Dans cette orientation définitionnaire, on perçoit que la chanson, en tant qu'une œuvre artistique et littéraire, entretient un rapport étroit avec la culture, dont elle est un des cadeaux de discussion. Elle est un fait de société, donc une pratique sociale, en ce sens qu'elle supporte, participe ou assiste l'homme aussi bien dans l'activité de résistance, mariage, fête de libération, de résistance, etc., que dans la cérémonie à caractère hiérarchique. La cérémonie d'initiation, d'intronisation, la cérémonie funéraire. De ce point de vue, elle projette l'image des composants culturels, neufs, illégitimes, etc. Et Christophe Moïse, ça fait poser et Ali, en insistant dans leur base collective intitulée La chanson populaire en Côte d'Ivoire et celle qui a, 1 des 3 mots Gabriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des formes d'Abriel, que, et je cite, « La chanson populaire en Côte d'Ivoire est celle qui a des for
c'est en brossant le tableau des mœurs, en mettant en scène des personnages qui représentent les différents groupes sociaux, en utilisant des formes linguistiques originales pour emprunter la chanson jette une lumière sur l'état de la société et la culture à un moment donné de leur histoire. Cette tentative vient montrer que la chanson est endogène à une culture et confirmer par conséquent son attachement attentif à la vie culture, qui fait son attachement à la vie. Cela dit, le rapport entre la chanson et la culture peut être qualifié de rapport de complémentarité, car si la chanson, en situation de performance, met en relief les mœurs, les vices et coutumes qui sont des éléments constitutifs d'une culture, la culture de son côté assure la pérennité de la chanson en tant qu'œuvre artistique dans la société. Au-delà de cette perception, on peut relever que la culture constitue pour la chanson un réservoir de pensée, de thèmes, de normes vertueuses que ce genre d'architectural s'approprie pour réaliser son projet didactique ou pédagogique au service de l'éducation et de la formation morale des peuples négro-africains. Par ailleurs, l'analyse du rapport chanson-culture ne manque pas de susciter en nous l'interrogation suivante. Mais alors, quel est l'impact de la tradition de la chanson, de ce genre de littérature dans la culture du monde contemporain? Quelle est la place de la chanson dans la culture du monde contemporain? Et qui nous amène à accéder à notre seconde partie, grande place de la chanson dans la culture, dans le monde. De la résistance à l'ésotérisme, en passant par l'hiérarchisme. La chanson est déployée par les peuples négro-africains, non seulement pour animer les différentes manifestations de nature festive, mais surtout accompagner les cérémonies à raison initiatique, liturgique ou culturelle, afin de leur conférer une allure solennelle et une charge mystique amplifiée. Vous voyez, on déploie la chanson pour accompagner la manifestation. Sur le dépôt appliqué, la chanson devient un élément pour galvaniser au travail, mais pour s'auto-encourager aussi. Dans les travaux ou arabes, dans son œuvre intitulée Chants et poésie définitive, Paris, l'Armatan, 1970, page 47, et ici, la chanson constitue la voix d'une conscience commune, l'expression de ce que l'ensemble de la société éprouve en certaines occasions, que ce soit au chant, au marigot, à la pêche. La chanson expressionniste pour se donner du courage, pour galvaniser les hommes au travail d'une part, pour célébrer un exploit, pour solliciter l'aide et l'assistance des forces supranaturelles d'autre part. Je te dis précis, on peut affirmer que la chanson traditionnelle occupe une place prépondérante dans sa culture, en ce sens qu'elle participe à son expansion et à sa valorisation. Par le canal de la chanson, les pratiques, le savoir-faire artistique et littéraire, le savoir-être, le mode de vie des peuples africains sont mis en exergue. Considérez ce que ça veut. La chanson traditionnelle est essentiellement faite pour maintenir la culture négro-africaine.
En tout cas, qu'elle la vitalise, la perpétue, la rend inaltérable aux effets politiques et culturels venus de l'Occident. Par sa capacité à servir de lieu d'apprentissage au maniement de la langue et au perfectionnement linguistique, la chanson s'est transmise à la fois en paroles didactiques, éducatives, ésotériques ou élastiques, lui permettant ainsi d'atteindre les différentes couches de la société, les enfants, les jeunes, les adultes, les vieillards, pour les arranger dans la vie. Voyons à présent son apport à l'édification et à la consolidation de la vie culturelle dans le monde contemporain. On a fait des 10 au grand tour. Apport de la chanson à l'édification et à la consolidation de la culture dans le monde contemporain. L'apport de la chanson à l'édification et à la consolidation de la culture dans le monde contemporain s'inscrit au plan sociologique et au plan artistique. Au plan sociologique, la chanson apparaît comme une œuvre d'art qui se rattache à une société donnée. C'est une pratique sociale, donc un trait de société qui extériorise dans sa division les éléments culturels de la vie société. De ce point de vue, la chanson traditionnelle devient l'objectif de l'œuvre des disques qui disent l'expression de la façon d'être défendue d'un peuple afin de le faire connaître et permettre la découverte de la culture. Dans cette logique, ce genre artistique se transforme en un instrument de fortification de l'édifice culturel, puisqu'en diffusant la culture dans sa pratique quotidienne, elle la rédynamise, mais surtout la dévitalise, afin d'assurer sa pérennité dans la société africaine. Fort de ce culturel, la chanson traditionnelle est un des moyens de consolidation, mais aussi de sauvegarde de la culture négro-africaine dans le monde contemporain. Emploi au-delà de l'Italie. Au niveau artistique, la chanson négro-africaine participe à la promotion et à la vulgarisation de la culture. Elle est par conséquent une des marques identitaires extérieures de la culture négro-africaine. En se faisant l'impôt des normes vertueuses politiques, ce genre de la littérature orale participe à l'expansion de la culture au niveau de sa société d'origine. Le but de ce exercice étant de la porter à l'appréciation et à la découverte des autres peuples pour parvenir à réaliser un passage intraculturel et interculturel, gage de sa survie et de sa compétitivité dans le monde. Nous allons accéder à présent à la conclusion et donc à ce stade de notre exposé, on peut retenir, noter en guise de conclusion que dans le monde contemporain, la chanson traditionnelle, à l'instar des gens écrits, comme le roman, le théâtre, la nouvelle, est un creuset de civilisation, un reflet de la culture du peuple négro-africain. Genre hybride, c'est-à-dire à l'intérieur de la chanson, vous avez dit la dame restée tout à l'heure. Ok? Il y a l'accent. Ok? Il y a toute une mise en scène, etc. Donc à l'intérieur de la chanson, il y a le programme. Et même à l'intérieur d'un roman, et là je passe la couverture du maître, il y a aussi la chanson, il y a une interférence
de la chanson dans le roman, la cathédrale dans le roman. Et donc, Jean Ibri et le spectacle des autres Jean Corot, contes, épopées, poésie, etc. La chanson s'est récomportée, conseillée pour renseigner quand c'est nécessaire. Et secourir, soutenir, aider ou assister les hommes lorsque les circonstances l'exigent. Au total, la chanson traditionnelle est une parole forte, une parole féconde. Or, pour en dire en partie, je vais terminer cette citation, dans son ouvrage intitulé Aspect de la civilisation, Paris, présence africaine, 1972, page 28, la parole forte, ici, dans la civilisation orale, engage l'homme, tant dans le domaine de la tradition que de la culture. Le conférencier, le docteur Pamela Luna, qui va s'intéresser au compte, nous allons écouter une minute. Avant tout propos, je voudrais exprimer ma plus sincère gratitude à notre invités qui ont accepté d'être là ce matin en dépit de leur très chargée. Cela montre bien l'intérêt qu'ils portent infiniment merci aux collègues, aux étudiants et tous ceux qui ont effectué ce déplacement. Notre intervention porte sur l'apport du compte à la culture dans le monde contemporain. Pour ce faire, nous appréhenderons d'abord le compte, ses valeurs sociales traditionnelles et enfin ces thèmes qui demeurent encore d'actualité. En effet, le conte est un récit d'aventure imaginaire qui fait autour de personnages divers, mais souvent peu nombreux, et dont le but est généralement didactique. Il n'est pas, selon les Fromm, je le dis, le récit d'un fait divers. Son but n'est pas seulement le divertissement. Il transmet toujours, en un langage addictif, un message implicite que l'auditoire déchiffre plus ou moins aisément. Fin de citation. Le conte, tel que défini, renferme originellement des valeurs sociales. En fait, le conte aborde des questions graves, comme celles qui conduisent en génération, des parasites sociaux, de la hiérarchie des classes, et fournit également des indications sur les saisons, la flore, la faune, sur les cultures et les métaux, des renseignements sur les relations entre les hommes et les animaux, en quelques mots, sur tout ce qui peut permettre à l'individu d'avoir une connaissance de son milieu et de son environnement. Au-delà de cette formation que chaque chevalier a fait, l'histoire des choses, le conte enseigne la morale, l'éthique sociale, il aide à réguler la société, mais il aide également à développer la perspective d'esprit, je prends le test linguistique. Enfin, il joue souvent le rôle du psychodrame. Il aide ainsi à aplanir les tensions sociales par des voies détournées. Au-delà de ces valeurs qui sont intrinsèquement reconnues, le conte contribue considérablement à la culture moderne dans le monde contemporain, d'autant plus qu'il prône des valeurs encore d'actualité.
nous allons aborder quelques-unes de ces valeurs. Les contes en général et les contes de africains en particulier regardent des thèmes extrêmement variés. Ils sont aussi bien d'actualité que vous le savez. Pour la circonstance, nous en regardons 4, à savoir la solidarité, l'obéissance, le courage et le sens de la communauté. La solidarité est l'un des termes récurrents dans les contes. La solidarité s'appréhende comme l'expression de la compassion, ou de la bienveillance à l'égard d'une personne. C'est aussi une relation entre des personnes partageant un intérêt commun. Ce terme est mis en relief dans les contes pour montrer combien de fois la solidarité est une valeur importante pour les sociétés africaines. Yénda, la tertiaire dans le conte La mère et ses deux jumeaux. En effet, dans ce conte, l'enfant jumeau qui était laissé avec sa mère attendait toujours son frère jumeau, celui qui avait été abandonné par la mère, en l'absence de celle-ci, pour manger ou pour jouer. Aujourd'hui encore, cette équipe est d'actualité et il convient de l'enseigner aux jeunes générations. Quant à l'obéissance, le thème le plus récurrent des contes est bien celui de l'obéissance. Il se rappelle toutes ces formes, plusieurs formes. C'est dans le développement d'un temps d'obéissance avec des modèles de conduite négatifs et les contes anciens paradoxalement, la docilité, la soumission ou l'obéissance aux parents, aux aînés, à l'autorité, la discrétion, le respect des secrets et des intérêts. On peut citer comme exemple typique de l'obéissance le conte intitulé L'enfant et sa fille. L'enfant désobéissant trouve toujours le malheur sur son chemin. Tel est l'enseignement toujours en vigueur dans toutes les familles normales d'aujourd'hui, du temps qui se termine par le contexte suivant. Enfants, écoutez donc les conseils de vos parents sur l'expérience. Si vous les obéissez, aucun mal ne vous arrivera. Aujourd'hui encore, dans cette société contemporaine, l'obéissance demeure une valeur à promouvoir pour l'éducation de l'enfant et même de la vie. Car seul celui qui est obéissant parviendra au conseil de ses parents ou des aînés à vivre sainement en communauté. Le courage ou le dévouement. C'est la force morale. Le fait d'agir malgré les difficultés. L'autre trouve se terme dans les fonds Kiala et Sansan Moulois. C'est donc de courage qui a permis à l'enfant Kiala de réparer les torts qui étaient imposés. Ni c'était son courage, Kiala n'allait pouvoir être le génie qui a créé sa mère. Il nous faut, tout comme cet enfant, être courageux, quels que soient les obstacles qui se présentent à nous. Le courage reste encore aujourd'hui une valeur sociétale indispensable à l'éducation de la jeunesse. Quant au thème du dévouement, il se rencontre dans les contes de l'Occident. L'exemple marquant est celui de Tawa dans le Païnois, venant de l'Inde. La petite fille orpheline de mère est parvenue à changer sa situation misérable en une situation bien meilleure. De nos jours, lorsqu'une personne est douée dans ce qu'elle entreprend, elle obtient toujours des résultats satisfaisants. Alors, il est plus que nécessaire pour la jeunesse
de continuer à cultiver cette norme aussi bien pour son bonheur que pour celui des autres. Après ces valeurs, nous en arrivons au centre de la communauté. Il est peut-être la vertu qui inspire toutes les autres. L'obéissance et le respect des autres, ils maintiennent l'équilibre. L'individu vit non pour lui-même, mais pour la collectivité. Il doit être servi à coopératif, altruiste et généreux. Son travail doit être utile à tous. Araignée est l'image de cette Martine dans le lait chrétien. Son esprit, sa volonté de coopérer sans faille. Araignée étant consciente que sans lui, les villageois n'auraient pas accès au lait et donner corps et âme à la quête de moyens pour une solution rapide. Le même personnage araignée qui courut au secours du niveau divin, cet action prisonnier de lienne avancé à roue libre vers la mort. Il a fallu la présence d'araignée pour le sauver. Ce thème reste associé à la vie harmonieuse de notre société requiert que chaque membre de la communauté soit le plus puissant de la communauté. Cette valeur se manifeste dans diverses formes, notamment le citoyen qui réunit la terreur et le citoyen forme d'individu social ou le plus sociologique de la paix. Il devient la voix des sans-voix, le bouclier des peuples opprimés, la canne des vieillards ou des handicapés. C'est quelques vertus mentionnées, bien que d'origine traditionnelle, demeurent dans la société contemporaine comme des valides ou sonambules. Pour ce faire, elles doivent être vulgarisées pour une vie communautaire plus harmonieuse. Bien, là, constaté, ce n'est pas été long. Néanmoins, il faut avoir compris quelque chose. Au terme de notre réflexion, le constat est établi que le conte, bien que le monde du passé, développe les thèmes du demeure d'actualité. Il est également, et son rôle a également évolué du rôle classique des corps, du gardien des mœurs sociales, donc de l'exercice de la société, à celui de pourvoyeur de la majorité des thèmes, disent de beaucoup de gens de la statistique. Il contribue à l'existence d'une industrie du livre, tout en aidant à la fixation de certaines réalités culturelles. Il apparaît de ce texte comme un art dynamique, souple, prêt à prendre en charge les nouveaux acquis sociaux du peuple, capable d'adaptation. On ne peut plus lui enseigner sa participation de foi à l'éducation culturelle de la société d'hier et d'aujourd'hui. On est en que la culture et le conte sont lieux s'intéresser à l'épopée. Nous allons encore écouter la musique. Parce que dans le cadre de cette conférence sur l'épopée et son actualité dans la dynamique culturelle contemporaine. Elle participe indéniablement de la revalorisation de l'enseignement des enjeux, qualifié par les langues non ou maladresses de disciplines, des pièces ou obsolètes. L'oralité, en effet, par sa prise en compte des traditions et textes moraux, propose et enseigne une sociabilité fondée sur des valeurs qui ont su tenir et contenir les assauts du temps sur un nombre indéniable de générations passées. Aujourd'hui encore, il poursuit son sacerdoce, celui d'inculquer des valeurs communautaires.
La particularité de la relation de l'épopée à l'époque contemporaine réside en ce que l'on doit considérer non l'épopée ou le titre en lui-même, mais plutôt la référence éthique. C'est donc dit que cette réflexion se situe dans une perspective métaéthique, s'intéressant exclusivement à la fonction et au fonctionnement de la référentialité éthique. Il s'agira dès lors de chercher à comprendre ce que devient le paradigme de l'épopée. Pour ce faire, nous nous sommes arrivés à la problématique suivante. En quoi est-ce que l'épopée, genre traditionnel oral, relatant les exploits d'un lointain héros dans un contexte agonistique, aussi naturel que naturel, peut, de nos jours, participer de la régulation de la dynamique sociale et sociétale. En d'autres termes, comment la matière éthique constitue-t-elle le limon de la culture de Dieu au point d'être une sauvegarde identitaire? Nous avons donc pour objectif de montrer comment l'épopée constitue une source référentielle à la religion et à la philosophie contemporaine d'une part, et de l'autre, comment le genre suivi par l'organisation politique qu'il a imposée aux communautés africaines. L'analyse est menée en trois axes. Le premier renseigne sur la définition de l'épopée, juste pour en synthétiser les caractéristiques, c'est-à-dire les traits qui en font la spécificité. Le deuxième aborde le sujet sur le plan esthétique en s'intéressant à l'épopée occidentale. Le troisième enfin approfondit la réflexion avec l'épopée africaine. Cette trajectoire thématique établit fondamentalement le rapport étroit entre l'épopée et la culture. Alors, en un, qu'est-ce que l'épopée? L'épopée, de la tradition littéraire, est très souvent définie par les règles posées par Aristote dans sa poésie. Par Aristote, l'épopée est un récit vers, dans un style physique, des exploits guerriers d'un héros, du sang royal divin, dans une intrigue où interviennent des forces surhumaines. Michel Acquet et Daniel Massena en donnent pratiquement la même définition, mais en élargissant les proportions formelles à la narration. Ainsi, en général, un texte peut se réclamer du genre épique lorsque la trame de l'histoire raconte les exploits d'un héros en lutte armée contre des forces du mal, pour le bien-être de toute une communauté avec l'intervention de puissances surnaturelles. Le nécessaire fondamental de l'épopée réside dans la question du héroïsme, qui a une spécificité. Il doit être un roi, un prince, un personnage de sang royal ou un dieu. Il assume donc ou participe plus ou moins directement à l'administration d'un territoire, d'un royaume ou d'une nation. C'est en cela que l'épopée pose toujours un problème politique. Elle n'a une guerre de conquête ou de résistance à une conquête. C'est donc l'histoire, tout au moins imaginaire des hommes qui ont su, dans une situation de conflit armé, user de moyens physiques et psychologiques pour régulariser une situation politique chaotique. Le fondement politique de l'épopée est donc avéré. Or, la politique de tout temps et de tout lieu. C'est dire que la référence esthétique est indéniable, puisqu'il y a toujours une action, une réaction, un comportement, une réflexion, un choix, une sentimentalité, une disposition d'esprit dont la conséquence peut et doit influencer le choix et la prise de décision des politiques contemporaines. Par ailleurs, moins de l'élite politique, l'épopée a la capacité de véhiculer des valeurs qui renforcent et dynamisent la cohésion sociale, des valeurs bonnes à impliquer aux générations présentes de notre communauté.
Qu'en est-il exactement? Ces questions, c'est de hypothèses à la lumière de l'épopée asiatique, en illustration du Mahabharata et du Ramayana. Et le bouquin pour lequel je suis d'accord. L'épopée asiatique. La vie religieuse et culturelle de tout le sous-continent indien et une bonne partie du reste de l'Asie a été profondément influencée par les deux grands poids politiques de l'hindouisme, le Mahabharata et le Ramayana. Même en négligeant le mérite proprement littéraire, qui est très grand, quel que soit les succès adoptés, ces deux poèmes sont parmi les plus importants du monde. Deux volumes plus importants que la Bible des chrétiens. Ils exercent une influence continue sur les mœurs des hindous, c'est-à-dire sur les formes morales, culturelles et philosophiques. Le Mahabharata traite de faire tous les aspects de la vie religieuse, politique et sociale de l'Inde de ce temps. On a l'habitude de dire en Inde et ici, ce qui n'est pas dans le Mahabharata n'est nulle part. Il contient les nombreux éléments didactiques à partir desquels ils sont développés ce qui s'appelle les dharmasastras. Ce sont des recueils et des lois, ce sont des préceptes. C'est ce qu'on appelle les Puranas, long poème sur les mythes, les légendes et les parties religieuses. De sorte même que si le récit lui-même n'a pas de valeur historique, le poème a un intérêt capital pour les historiens et les valeurs qui prônent à la régulation sociale contemporaine. Une des plus illustres figures de la politique dans le monde du XXe siècle, Mahatma Gandhi, qui a longtemps été sur la signification et la portée de ces deux grands prophétiques et a traduit la Bhagavad Gita, de une partie du Mahabharata, dans sa langue maternelle, écrivait, et je cite, pour nous, la Gita est devenue un livre de référence spirituelle. Plus profondément, vous vous y enfoncez, plus riche en est la signification révélée. Plus tard, il écrivit, et je cite encore, de bonne heure, j'ai ressenti le besoin d'un écrit qui me servit de guide infaillible pour éviter les prestations belles. J'ai appris le sanskrit pour lire la Gita. Aujourd'hui, la Gita est non seulement ma Bible ou mon Coran, mais ma mère. J'ai sorti ma première mère qui m'a mis au monde il y a bien longtemps. Mais cette mère éternelle a depuis entièrement toute sa place avec nous. Elle n'a jamais changé, elle ne m'a jamais menti. Quand je suis en difficulté, quand je suis désespéré, c'est dans son sein que je le dis. Félicitations. Ce qui vous dit est signifié. Combien de fois l'épopée